Bonsoir, nous voilà enfin de retour après une longue période de confinement, en espérant que tout ça soit définitivement derrière nous. Alors je ne sais pas si on vous a manqué, mais à nous, vous avez beaucoup manqué, et c'est avec une joie non dissimulée que je retrouve ce soir notre ami Pug pour un nouveau numéro de 50 nuances d'antisémitisme. Bonsoir Pug. Bonsoir Galit, comment ça va? Et toi? Très bien, et en effet, je suis content d'être là à nouveau. Je commençais à me demander si on allait reprendre ou si tu n'étais pas en train de me tromper avec un autre. Avec un autre goy qui défend Israël. Écoute, sujet. ravi de te retrouver. Alors c'est vrai qu'on a été absent longtemps, mais l'actualité antisémite, elle, ne s'est pas confinée. Elle a été très riche en événements. On a donc dû faire une sélection qu'on va décortiquer à travers ta vision, Pug, de Goy qui défend Israël. Alors je te propose de commencer tout de suite avec un premier sujet. C'est Allons-y. parti. Alors, sur le site internet du journal Le Monde, lemonde.fr, on pouvait lire le 31 janvier dernier un titre pour le mois racoleur qui disait « Mieux vaut être colon et israélien pour être vacciné en Palestine ». Alors, depuis fin décembre, Israël est cité dans le monde entier comme l'exemple à suivre pour sa campagne de vaccination contre le Covid-19. Et on a déjà vacciné ici 40% de la population. En parallèle, dans la bande de Gaza, sous contrôle du Hamas et dans les territoires sous contrôle de l'autorité palestinienne, la population est en attente du début de la campagne de vaccination. Alors l'autorité palestinienne a signé différents contrats d'achat de vaccins, pouvant immuniser environ 70% des habitants de ces territoires et de la bande de Gaza. Et des premières doses du vaccin russe Sputnik sont attendues dans les prochains jours dans les territoires palestiniens. Alors tout ça, c'est plutôt pas mal, mais ça n'empêche pas de bonnes âmes charitables de l'ONU ou d'ailleurs de faire pression sur Israël pour faciliter l'accès à la vaccination des Palestiniens. Donc, le 31 janvier dernier, Israël a annoncé son intention de fournir 5000 doses à son voisin palestinien. C'est un geste symbolique, certes, mais d'après toi, Pug, Israël a-t-elle une obligation quelconque d'assurer la vaccination des 5 millions de Palestiniens des territoires et de Gaza? Euh, Selon moi, véritablement, réponse brute, non. S'ils sont palestiniens, ils ne sont pas israéliens, au nom de quoi Israël aurait une obligation de vacciner des gens qui ne sont pas sous sa juridiction ou sous sa responsabilité. Alors, tu as raison, mais l'organisation onusienne Human Rights Watch prétend, et je les cite, qu'Israël a l'obligation, à titre de puissance occupante, de fournir des vaccins aux Palestiniens. T'en penses quoi? J'en pense que c'est assez drôle en fait parce que, alors déjà, organisation onusienne, c'est juste une association qui fait du lobbying à l'ONU, ce qui est quand même pas tout à fait pareil que l'UNICEF ou le Conseil de sécurité même. Euh, et en fait, l'obligation à titre de puissance occupante, ça veut donc dire qu'ils reconnaissent que l'occupation israélienne est légale? Question ouverte. Parce que si les Israéliens sont des occupants illégaux, vu que c'est l'ensemble de leur occupation qui serait illégale, on n'a pas à leur demander des obligations de puissance occupante. On leur dit barrez-vous et on n'en parle plus. Si on commence à leur dire attention, vous êtes une puissance occupante, donc vous avez des obligations, oui, quand on est une puissance occupante légale, on a des obligations. Alors, sont-ils en train de reconnaître que l'occupation israélienne est légale? C'est marrant parce que c'est ce que dit la Cour d'appel de Versailles en 2013, par exemple. Oui, et puis, quid des accords d'Oslo? Parce qu'à ce moment-là, selon les accords d'Oslo, Israël n'a aucune obligation de fournir des vaccins aux Palestiniens, puisque tous les pouvoirs et les responsabilités concernant la médecine et la santé, incluant les vaccinations contre les épidémies, sont, selon les accords d'Oslo toujours, sous l'entière responsabilité de l'autorité palestinienne. Alors, très exactement, je retrouve, oui, c'est en fait, euh, c'est l'accord israélo-palestinien intérimaire sur la Cisjordanie et la bande de Gaza du 28 septembre 1995. Ouais. Annexe appendice 1, article 10, sur la santé, qui précise clairement, c'est les points 1 et 2,
il est parfaitement clair dans ces deux points que l'autorité palestinienne prend en charge les standards de la vaccination et la mise en œuvre de la vaccination et l'approvisionnement. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les questions de santé pure, on va dire, c'est aussi le système de santé qui est pris en charge par l'autorité palestinienne. Donc, et en fait, ensuite, tout le reste de l'accord explique que les différentes relations entre Israël et autorité palestinienne sur si quelqu'un est, si un Palestinien est hospitalisé en Israël ou l'inverse. L'inverse, mais, mais en fait, les deux premiers points, c'est l'autorité palestinienne est en charge de la vaccination selon les standards de l'OMS et ainsi de suite. Alors effectivement, il y a un des points de l'article qui précise que Israël doit coopérer en termes de santé et faciliter des accès et ainsi de suite. Mais, à partir du moment où Israël ne bloque pas et je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on devrait insister sur le fait que Israël doit vacciner les Palestiniens au même titre que sa population. Non, Israël doit faciliter les choses par l'accord. Ils doivent faciliter les choses à l'autorité palestinienne, mais ôte-moi doute, l'autorité palestinienne a même refusé à plusieurs reprises en fait l'aide israélienne. Donc, l'aide israélienne, ouais. Mais non seulement ça, mais en plus Israël, alors que rien ne nous y obligeait ici, vaccine déjà la population arabe de Jérusalem-Est. Donc ça, c'est une population qu'on prend en charge. Oui, ce qui est tout à fait logique, parce que en fait, Jérusalem-Est ayant été annexée par Israël, c'est la population, même si elle n'a pas passeport israélien, le fait est qu'elle est considérée comme sous-territoire, sur le territoire israélien, donc sous souveraineté israélienne, et là on vaccine. Toute personne qui est légalement sur le territoire israélien peut, après je connais pas le détail, ça dépend des caisses de santé et ainsi de suite, mais toute personne qui est légalement sur le territoire israélien, qui soit de nationalité israélienne ou pas, va être vaccinée tôt ou tard par Israël. Tout à fait, puisque en plus on a déjà commencé à vacciner ici tous les migrants, tous les travailleurs étrangers, toute la population qui n'est pas de nationalité israélienne. Donc en vrai, les 5000 doses qu'on a transférées à l'autorité palestinienne, c'est une fleur qu'on leur a fait. On n'était pas obligé, on a juste cédé à une certaine pression. Même pas, je dirais que c'est simplement c'est la vérification de ce que j'ai expliqué là, l'obligation d'Israël de faciliter les choses au sujet de la santé avec l'autorité palestinienne. Les 5000 doses, bah oui, ils le font, voilà, c'est une facilitation. Il y aura toujours des tristes cires pour dire ouais, mais c'est pas assez, vous n'avez pas assez fait, ainsi de suite. Le grand problème, c'est que si on veut que Israël soit en charge de la santé des Palestiniens qui sont actuellement sous juridiction de l'autorité palestinienne, ça veut dire qu'en fait, il faut dénoncer les accords d'Oslo, qu'il faut mettre un terme à l'autorité palestinienne, qu'il faut que l'ensemble des territoires Cisjordanie qui s'appellent en fait Judée-Samarie reviennent ou en fait soient annexés en fait d'une manière ou d'une autre, soit sous souveraineté totale du droit israélien. Et là, effectivement, toutes les populations d'ailleurs ne seront plus appelées palestiniennes, mais seront citoyens israéliens. Et là, ils peuvent être vaccinés par le système de santé israélien. Donc en fait, les gens qui disent il faut absolument que Israël vaccine les Palestiniens, c'est sa responsabilité, ben, ils sont en train, de facto, de réclamer l'annexion de la Cisjordanie. Pas mal. Je suis d'accord. C'est pas mal. Alors finalement, qu'est-ce que c'est ce procès que le monde se sent obligé à chaque fois de nous faire? C'est quoi leur motivation? Un antisémitisme primaire, un antisionisme primaire? Franchement, je ne sais plus, parce que effectivement, après tout ce que tu viens de nous expliquer, les accords d'Oslo, les obligations, voilà, donc ce qu'on n'est absolument pas tenu de faire, c'est quoi finalement? Un antisémitisme primaire généralisé?
Bah, encore une fois, hein, on rentre dans la nuance de ce qu'est l'antisémitisme, l'antisionisme, la haine du gouvernement israélien, ou la haine des juifs, ou la haine juste des Israéliens, sans forcément qu'ils soient juifs, sachant que la majorité c'est des juifs. Enfin, euh, avec toutes les nuances que l'on peut mettre, oui, il y a une forme d'antisémitisme. Est-ce qu'on s'est demandé, petite parenthèse, hein, est-ce qu'on s'est demandé si la Chine avait vacciné les Ouïghours? Bah, Est-ce qu'on s'est demandé si l'Afrique du Sud a vacciné le Lesotho ce qu'on appelait les Bantoustans à l'époque, enfin, les petits pays qui sont insérés en plein milieu de l'Afrique du Sud? Est-ce qu'on s'est demandé ça? Non. En fait, on s'est concentré encore une fois sur Israël. Israël est en train de faire, et tout le monde n'est pas d'accord avec les méthodes et ainsi de suite, mais Israël est en train de se montrer à la pointe du combat contre ce fichu Covid, que ce soit par la vaccination, que ce soit par ce nouveau médicament dont on a entendu parler, même jusqu'ici, c'est dire. Euh, Ils sont à la pointe, mais on ne peut pas leur reconnaître. Il faut quand même les amoindrir un peu. ouais, Donc, ouais, ouais. euh, donc oui, ils sont à la pointe, ok, très bien, mais ça se fait quand même au détriment d'une population qui, elle, est maintenue dans un état de pauvreté, d'esclavage. Et on revient sur des trucs finalement très marxistes. C'est-à-dire, certains deviennent riches parce que d'autres ont été complètement appauvris. Et quand on met ça sur le plan d'Israël et des Palestiniens, eh ben, on est vraiment là-dedans. Les Israéliens réussissent, oui, mais c'est au détriment des Palestiniens qu'ils exploitent et qu'ils maltraitent. Voilà. Ouais. Ok, bah écoute, on regardera, on guettera. En tout cas, moi, je guetterai sur lemonde.fr pour voir effectivement s'ils dénoncent la vaccination ou la non-vaccination en Chine des Ouïghours. Je ne suis pas certaine de trouver ne serait-ce qu'une ligne là-dessus, mais j'essaierai. Alors, on passe tout de suite, Pug, au deuxième sujet, à notre deuxième sujet ce soir, la Cour pénale internationale, la CPI. Alors, la CPI s'est déclarée le 5 février dernier compétente pour enquêter dans les territoires palestiniens et la bande de Gaza. Alors, je contextualise un petit peu, comme d'habitude. En décembre 2019, Fatou Bensouda, procureur du tribunal international, avait annoncé vouloir ouvrir une enquête complète sur d'éventuels crimes de guerre commis dans les territoires occupés par Israël. Occupés, je le mets toujours entre guillemets, hein, bien sûr. Afin de pouvoir lancer cette enquête, le tribunal devait statuer sur sa compétence et définir sa juridiction territoriale. Alors maintenant que cette compétence a été établie à 2 voix contre 1 par les membres même du tribunal, la procureure Fatou Bensouda a le champ libre pour ouvrir une enquête donc pour crimes de guerre contre Israël et lancer une procédure pénale contre les dirigeants israéliens. Donc on peut imaginer qu'il lance des procédures contre les chefs d'état-major de l'époque ou actuelle, différents ministres, ou même des officiers ou des soldats tout simples de Tsahal, et même, pourquoi pas, contre le Premier ministre israélien. Tout est imaginable. Tout ceci a commencé à la suite de la guerre de 2014 dans la bande de Gaza, Tzuk Eitan. Fatou Bensouda avait alors demandé une enquête préliminaire qu'Israël et les États-Unis avaient déjà vigoureusement condamnée. Et en septembre dernier, l'administration Trump avait même pris des sanctions contre la CPI et Mme Bensouda elle-même, sanctions que maintenant que Trump n'est plus là, Mme Bensouda demande à l'administration Biden de lever. Alors Pug, pour bien comprendre l'ambiance et le contexte de la CPI, il faut comprendre qui est Madame Bensouda et surtout son parcours. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ben, pour ce que j'en connais, donc c'est une ancienne procureure générale, puis ministre de la Justice de Gambie, qui a été nommée par un ancien dictateur, Yahya Jammeh. Euh, et dans cette position, elle a couvert pendant des années en fait les tortures, les crimes de la dictature gambienne contre son peuple. Donc c'est assez particulier de la retrouver là maintenant dans un rôle comme ça. Bon, j'ai envie de dire, on a eu des juges soviétiques au tribunal de Nuremberg, alors qu'eux-mêmes, euh, ils étaient sans doute déjà bien impliqués dans des exactions en URSS. Mais bon, enfin voilà, c'est vrai que c'est assez particulier de considérer que cette personne euh,
se retrouve à demander des comptes à Israël alors qu'en fait on pourrait lui en demander à elle. C'est ça, parce que ce qu'il faut qu'on explique à nos téléspectateurs ce soir, c'est que, comment s'appelle le dictateur? Tu as dit Yahya Jamais, Jammeh. jamais. Alors, il faut savoir qu'il est reconnu, il est resté dans l'histoire récente comme un des dictateurs les plus sanguinaires d'Afrique. C'est-à-dire il y aurait quand même pas mal à aller chercher de ce côté-là déjà. Oui, et il y aurait pas mal déjà, encore une fois, on a l'impression, c'est un peu mon grand thème du moment, on a l'impression que le monde est aux prises, enfin dominé par des pervers narcissiques qui accusent les autres des crimes qu'ils commettent pour se couvrir en fait. Et là, véritablement, j'ai cette impression-là, j'ai l'impression d'une personne qui a participé soit par copinage, soit pour se protéger, soit par ambition politique, enfin bref, elle a au minimum fermé les yeux sur un certain nombre de choses qui se sont passées dans son pays. Et là maintenant, elle est procureure à la CPI. L'une de ses obsessions, visiblement, c'est de s'en prendre à Israël. Faut quand même savoir que la CPI, l'origine de la CPI, c'est quand même le tribunal de Nuremberg. Enfin, je veux dire, peut-être pas en ligne directe, mais la première fois que, en fait, il y a un procès comme ça international pour essayer de juger des crimes contre l'humanité. Je rappelle que les crimes contre l'humanité ont été définis au moment de Nuremberg, ou en tout cas c'est vraiment la Seconde Guerre mondiale. En fait, c'est le crime contre les Juifs de la Shoah qui définit le crime contre l'humanité. C'est la première définition, elle est là. Le terme a existé avant, mais vraiment la définition juridique, elle a été véritablement posée en droit international à ce moment-là. Ensuite, il y a le statut de Rome et ainsi de suite, et donc c'est assez. Encore une fois, hein, c'est mon leitmotiv en ce moment. J'ai l'impression effectivement d'être face à des pervers narcissiques. On a les crimes contre l'humanité ont été posés dans le droit et dans la mentalité de notre époque par la Shoah et par la condamnation des crimes nazis contre les Juifs. Et on a l'impression aujourd'hui que là, ils sont acharnés à vouloir absolument retourner ça contre les Juifs et pouvoir mettre les Juifs dans le même panier que, ouais, eux aussi, ils sont dedans, en fait. Alors, la question, c'est est-ce qu'ils ont une légitimité quelconque, en sachant qu'Israël, tu parlais tout à l'heure des accords de Rome, de comment ça s'appelle, le traité de Rome, comment ça s'appelle? Le statut de Rome. Les statuts de Rome, qu'Israël n'a pas ratifié. Donc, logiquement, légalement, Israël ne reconnaît pas la Cour pénale internationale, mais ils ont quand même la possibilité d'attaquer ou d'entamer des procédures contre Israël ou contre des membres de Tsahal ou des membres du gouvernement israélien. D'autant que jusqu'à maintenant, ils ne l'avaient pas fait parce qu'ils ne savaient pas s'ils avaient les compétences d'un point de vue juridictionnel, d'un point de vue territorial. Et là, ils ont statué entre eux, à trois, 2 contre 1, qu'effectivement, ils étaient compétents d'un point de vue territorial. Mais compétents sur quoi? Parce que légalement, la Palestine, ça n'existe pas en tant que territoire. Il y a une autorité palestinienne, mais il n'y a pas de pays palestinien. C'est quelque chose qui n'existe pas. C'est justement ce qu'a rappelé le juge hongrois Peter Kovács, je crois, de son nom, qui est, alors j'ai vu que certains l'appellent le premier président de la CPI, mais je ne suis pas sûr de ça. Enfin, en tout cas, c'est l'un des juges qui a été saisi de cette question, et il a publié alors je ne sais plus comment on appelle ça en français, j'ai le terme en anglais, mais c'est un dissent, donc en fait c'est une opinion dissonante, en fait, ou en tout cas dissidente. Ouais. Dissidente, je ne sais pas si c'est vraiment le terme, mais juridique en tout cas. En tout cas, il a publié 163 pages pour expliquer que déjà la décision de ses collègues parte du principe que la Palestine est un État, ce qui est faux. Alors, la Palestine a le même statut à l'ONU que le Vatican, un État non membre ou un État observateur.
ce qui était déjà très contestable. Euh, mais à la limite, bon, pourquoi pas? On peut peut-être partir de là. Le problème, c'est que même cet État non membre de Palestine, qui n'est reconnu par quasiment personne du Conseil de sécurité, machin, enfin, euh, la Palestine non plus n'est pas signataire de la CPI. Elle ne peut pas puisqu'elle n'est pas un État souverain et reconnu. Donc en fait, on a Israël qui, effectivement, n'a pas reconnu la compétence de la CPI sur son territoire, ou, enfin, je crois même, c'est plus compliqué que ça. Israël n'est pas signataire du statut de Rome, n'est pas concerné par la question. Et alors, moi, ce qui m'intrigue, ce qui m'interroge, c'est que pour que les juges de la CPI se disent, ben, si nous, on a le droit d'eux, ça veut dire quand même qu'ils considèrent que quelque part dans le droit international, quelque part dans les règles, dans les traités ou autres, il y a le droit pour eux d'aller au-dessus en fait de la souveraineté israélienne et de dire on peut quand même juger même quand Israël nous le refuse. Ce qui tend à penser que certains, en tout cas, estiment qu'Israël n'est pas souverain, ou en tout cas qu'il y a une supra-souveraineté internationale. Alors là, je ne vais pas partir dans les délits de certains chrétiens, mais qui pensent effectivement qu'on va finir par un gouvernement mondial. C'est même pas certains chrétiens, hein. J'ai des amis de gauche, oui, ça m'arrive. J'ai des amis de gauche qui me disent mais oui, il faut absolument, regarde la vaccination du Covid par exemple, ça se serait beaucoup mieux passé si on avait eu un gouvernement mondial qui gère tout ça et ainsi de suite. Mais sauf que cette idée d'un gouvernement mondial, d'une souveraineté mondiale, pour l'instant, elle n'existe pas. Donc on ne peut pas juste dire, bah si, le territoire d'Israël et de la Palestine, Cisjordanie, Judée-Samarie, ça tombe sous notre juridiction. Ben non, encore une fois, il n'y a pas de juridiction valable actuellement sur la Cisjordanie, Judée-Samarie, slash Palestine, parce que le plan de partition de 1947 disait une partie pour les Juifs, une partie pour les Arabes. Les Juifs ont accepté, les Arabes ont refusé, mais le fait est que le mandat britannique sur la Palestine, il a pris fin le 14 mai 1948, et que donc le territoire qui était réservé pour les Arabes et que les Arabes ont refusé, aujourd'hui c'est un territoire sans souveraineté. L'ONU n'a pas gardé une souveraineté sur ce territoire en disant non, tant que les Arabes refusent, on garde la souveraineté. Non, le mandat britannique sur la Palestine s'est terminé le 14 mai 1948. Il n'y a plus de souveraineté sur ce territoire. Donc c'est pour ça que le vrai terme, c'est même pas territoire palestinien, Palestine. Le vrai terme, c'est territoire disputé. Ouais. Et à partir de là, ce territoire n'étant sous aucune souveraineté, il n'est pas non plus sous souveraineté internationale dont on ne saurait pas d'où elle vient. Donc, effectivement, je ne vois pas comment ces juges ont pris cette décision. Et leur collègue Peter Kovacs, c'est exactement ce qu'il leur a dit. J'ai pas lu les 167 pages Oui. ou 100 parce que c'est long et c'est super technique et vraiment je me dis putain, je croyais que les religieux ils aiment bien se prendre la tête mais alors les juges ouh. Alors, je ne sais pas si, je pense que tu as dû le voir, parce que effectivement, là, on a notamment en France des gens qui se réjouissent, bien entendu, de cette décision. Et on a vu notamment passer cette une de l'UMA, la fin de l'impunité. Enfin, la fin de l'impunité. Alors, qu'est-ce que tu en penses de cette une? Elle te plaît? Ah bah soit j'éclate de rire, soit je me mets dans une colère monumentale. Et en fait, ma réaction oscille entre les deux. C'est un billard à trois bandes, on va dire, entre le mépris, la colère et le rire guttural. Enfin, parce que déjà, l'humanité, organe du Parti communiste français. Le Parti communiste français, je le rappelle, hein, pendant des années, il a essayé de nous vendre la salade des 75 000 fusillés du Parti communiste par les Allemands, ce qui était une immonde désinformation.
enfin immonde, une ridicule et obscène désinformation. Le Parti communiste français et donc le journal L'Humanité, financé à grand renfort de roubles ou de dollars, je ne sais pas, par le KGB et par Moscou, qui pendant ce temps-là mettait Solzhenitsyn, tout ça, dans les goulags, envoyait des chars en Afghanistan, armait les Viet Cong qui ont soit dit en passant, voilà, ils ont capturé quelque part comme 11 000 soldats français à Dien Bien Phu. Il y en a 3 000 qui sont revenus. Parce que, ben oui, la rééducation communiste dans les geôles du Viet Cong, ben ça marche super bien, surtout quand ils sont morts. Donc en Ouais, fait, enfin, bref, l'humanité qui nous parle de la fin de l'impunité, ça te fait rire. ben, encore une fois, hein, c'est véritablement l'inversion des valeurs chères aux pervers narcissiques, où en fait on a quand même le plus grand criminel du XXe siècle, le Parti communiste, au sens large du terme, pas le Mhm. Parti communiste français, au sens large du terme, les communistes, et alors moi je les mets tous dans le même panier, hein, parce que Madame Clémentine Autain, à chaque fois qu'elle dit le mot extrême droite, elle met la droite dedans. Pour moi, les trotskistes, les communistes, les bolcheviks, tous, enfin, voilà, ils sont tous C'est la dans. même chose. Bon, C'est, c'est- alors, et vas-y. non, mais pour en revenir juste à la CPI, est-ce qu'on doit finalement crier à l'antisémitisme de la CPI en tant qu'organisme international, ou c'est juste, et c'est peut-être mon intime conviction, l'antisémitisme de Madame Fatou Bensouda qui fait une fixette sur notre petit bout de terre, d'après toi? Moi, je pense effectivement que. Alors, on n'a pas dit qu'elle était mariée à un juif, en fait. Alors j'ai lu ça, petite anecdote. J'espère que ce n'est pas vrai, mais je pense que malheureusement ça l'est. Il paraîtrait que Madame Fatou Bensouda, née Fatou Bom Nyang, serait mariée à Monsieur Philippe Bensouda, juif d'origine marocaine et de nationalité israélienne. Ça, c'est toujours ce genre d'information me laisse toujours un peu perplexe. Ça me dépasse. Voilà, ça me dépasse. Donc voilà, petite anecdote. Je pense que si c'est bon, si l'information n'est pas vraie, je pense effectivement qu'on peut dire on est dans un cas d'antisémitisme franc, au sens où cette dame et la CPI qui trouve que ben oui, on a le droit de juger les crimes de guerre israéliens. Je crois quand même qu'ils ont aussi, mais c'est quasiment un cache-sexe, inclus les crimes de guerre du Hamas dans l'affaire, ce qui va être très drôle. Enfin, le peu de connaissances que j'ai sur le droit des conflits armés, ça va être très drôle parce que il va falloir quand même qu'ils m'expliquent comment est-ce que ils vont mettre sur un même plan une milice civile qui s'appelle le Hamas et une armée régulière soldée d'un pays internationalement reconnu. Rien que d'un point de vue juridique, je pense que ça va être très très drôle. Enfin, moi, j'attends ça de pied ferme parce que, petite parenthèse, tu sais, quand on dit 50% des victimes dans la bande de Gaza sont des civils, moi je réponds systématiquement non, 100%. Parce que le Hamas, c'est pas des militaires. Le monde se divise en deux catégories. Les militaires, les civils. Quand on n'est pas militaire, on est civil. Les militaires, c'est des gens soldés en uniforme d'une armée régulière d'un pays, d'un État souverain reconnu internationalement. Si on n'est pas ça, on est un civil, même si on prend des armes et qu'on se met un uniforme d'opérette. Donc en fait, le Hamas, quand ces mecs-là sont vitrifiés par Israël parce qu'ils ont tiré une roquette sur Sderot, ben, les 4 mecs qui ont sauté avec le missile israélien, ce sont des civils en termes de droit des conflits armés. Donc il va falloir qu'ils m'expliquent comment ils mettent le Hamas et Israël et Tsahal sur le même plan. Je ne sais pas. Ensuite, il va falloir, et là on va beaucoup rigoler,
qu'on aille voir au sein du Hamas s'il y a un règlement de discipline générale, on appelle ça en français, qui justement met bien les normes, les règles, un code de déontologie, on pourrait dire. Ça, je sais qu'il existe au sein de Tsahal. Euh, Est-ce qu'on les autorise ou pas à tirer des roquettes sur Israël à partir d'écoles, d'hôpitaux, de choses comme ça? Tu crois que non, ce serait noté dans leur règlement intérieur? ben, s'ils sont une armée régulière, l'armée française a un règlement de discipline générale, l'armée française a un code de conduite du soldat, l'armée américaine aussi. Les armées occidentales souvent sont signataires des conventions de Genève sur les prisonniers de guerre et des choses comme ça, avec ce qu'on a le droit ou pas de faire et ainsi de suite. Mais même quand on n'est pas signataire, et je sais pas si Israël est signataire des conventions de Genève, mais je sais qu'Israël a un code du soldat, un code de déontologie qui est très important, qui fait que voilà, certaines choses ne se font pas. Et typiquement, on a eu un soldat, je ne me souviens plus de son nom, mais il était binational franco-israélien, qui a tiré et qui a tué un, un, Un un Palestinien. Palestinien alors que le gars était au sol, blessé, était en train de Mhm. se vider, il lui a collé une balle dans la tête. Il a été jugé pour ça. Et il Ouais. a été jugé. Pourquoi a-t-il été jugé? Il a été jugé parce que Israël a des règles internes contre ça. Est-ce que le Hamas a des règles sur attention, là il y a des conditions où on ne tire pas par exemple sur les civils israéliens, oh, on va beaucoup rigoler, ouais, je pense. Ouais. Bon, Euh, là, c'est vrai qu'on ironise, mais cette obsession pour Israël ne cessera jamais de m'étonner. Est-ce qu'il n'y a pas des enquêtes plus urgentes à faire pour des vrais crimes contre l'humanité, crimes de guerre à gérer de par le monde, à commencer par ce qui se passe chez nos voisins syriens ou un peu plus loin en Libye? Voilà, bah écoute, Pug, on arrive à la fin. Merci, merci de nous éclairer à chaque fois de ton point de vue, de Goy qui défend Israël. C'est toujours vraiment un plaisir de t'écouter. Et puis, ben, on continue de guetter, on reste en contact, on voit, on se fait notre petit programme. Puis on se retrouve le mois prochain, à ah, condition. ça, ils vont pas nous foutre la paix, hein. Euh, Ça, et non, 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 je crois qu'on en a encore pour quelques bonnes émissions. On se retrouve donc le mois prochain à condition pour nous ici d'être toujours déconfinés pour un nouveau numéro de 50 nuances d'antisémitisme pour pointer et dénoncer l'actualité antisémite dans le monde. Merci Pug, à très vite. merci à toi et à très vite, à très bientôt. À très bientôt. Merci à vous, chers tandémistes, de nous suivre toujours plus nombreux. Et en attendant que le monde soit vacciné et immunisé, sortez masqués, prenez soin de vous, vaccinez-vous si vous pouvez et aimez-vous vivant. À très bientôt. Au revoir. À très bientôt.